Bonjour, chers étudiants. L'acte juridique qui donne naissance à la société suppose le respect d'une série de conditions. Les unes sont générales à tous les contrats, les autres sont spécifiques aux contrats de société. Donc, la séance d'aujourd'hui sera consacrée à l'ensemble de ces conditions. Dans la première section, on va voir des conditions de fond relatives aux différents contrats. Dans la deuxième, on va voir des conditions spéciales du contrat de société. S'agissant des conditions de fond relatives à l'ensemble du contrat, ce sont les conditions de validité du contrat en général. Donc, l'acte juridique fondateur doit respecter les conditions de validité du droit commun des actes juridiques telles qu'elles résultent notamment de l'article 2 du Cahier des obligations et de contrats. Cet article expose les éléments nécessaires pour la validité des obligations qui dérivent d'une déclaration de volonté sont premièrement la capacité de s'obliger, deuxièmement une déclaration valable de volonté, troisièmement un objet certain pouvant former objet d'obligation et quatrièmement une cause licite de s'obliger. En droit français, au terme de l'article 1108 du Code civil, 4 conditions aussi sont requises pour la validité des actes juridiques. C'est toujours le consentement, la capacité, l'objet et la cause. Mais à partir du 1er octobre 2016, l'ordonnance du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, a rénové ce texte qui sera remplacé par l'article 1128. Au terme de celui-ci, sont nécessaires à la validité d'un contrat, premièrement, le consentement des parties, deuxièmement, leur capacité de contracter, et troisièmement, un contenu licite et certain. On peut remarquer de cette définition la disparition des concepts de la cause et de l'objet. La disparition des deux notions va être remplacée par celle du contenu du contrat. S'agissant des conditions spéciales du contrat de société, ce contrat exige des conditions spécifiques, à savoir la pluralité d'associés, la réalisation des apports, la participation aux résultats, ainsi que l'affection sociétatis. S'ajoute à toutes ces conditions celles relatives à la forme écrite du contrat de société, ainsi que l'immatriculation de la société. Le premier élément, ou bien la première condition spéciale du contrat de société, c'est la pluralité d'associés. Cette condition découle de l'article 982 du DOC, qui stipule la société est un contrat par lequel 2 ou plusieurs personnes, ainsi de suite. Au départ, la société a d'abord été pluripersonnelle. 2 ou plusieurs personnes s'associent pour réaliser une œuvre commune. Aujourd'hui encore, à lire l'article 982, qui est toujours applicable, elle reste le modèle de droit commun, de loi le plus répandu, mais les choses ont changé avec la naissance de la société unipersonnelle, qui est constituée d'un seul associé. S'agissant de l'exception de cette condition, les nouvelles formes de société dictées par l'évolution économique dérogent à ce principe. Il y a le cas de la salle associée unique, prévue par l'article 44 de la loi 596, et la société anonyme simplifiée unipersonnelle en droit français.
Ces formes de société n'exigent plus la condition de pluralité d'associés, du fait qu'un seul associé peut constituer une société à associés uniques. Deuxième condition spéciale du contrat de société, c'est la réalisation des apports. L'apport est le contrat par lequel l'associé transfère un bien ou un droit à la société, en contrepartie de la remise par celle-ci de titres sociaux. Le terme d'apport désigne à la fois l'opération d'apport proprement dite et le bien ou le droit apporté. Cet apport doit être effectif. Il ne suffit pas que le pacte social mentionne des apports, encore faut-il que chaque associé les réalise concrètement, car tel est le critère qui permet de distinguer l'associé d'autres acteurs de la vie de la société. C'est l'apport qui distingue l'associé du créancier et du salarié et des autres partenaires de la société. Les apports ne sont pas tous recevables. Conformément à l'article 6 du Code civil français, un apport contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ne peut être admis. Par ailleurs, est également irrecevable tout apport fictif. Tel est le cas lorsque l'apporteur n'est pas propriétaire d'un bien ou lorsque son transfert supposait une autorisation administrative non donnée. La fictivité résulte aussi de l'absence de valeur de l'apport. Par exemple, un brevet périmé. En particulier, lorsqu'un bien ou droit est grevé d'un passif supérieur à sa valeur. Exemple, un fonds de commerce qui est grevé de plusieurs garanties. Cependant, ces apports, ils sont nombreux. L'apport peut être en numéraire, en nature ou en industrie. Les apports en numéraire, ce sont la mise à disposition de la société lors de sa création ou à l'occasion d'une augmentation de capital, d'une somme d'argent déterminée dont la propriété lui est définitivement transférée. C'est dire que l'apport il va être transféré de l'associé vers la société. Cet apport est fait contre une rémunération consistant en l'attribution de droits sociaux. Il y a distinction entre souscription de parts sociales ou d'actions lorsque l'associé prend l'engagement ferme par signature du contrat de société ou par adhésion à un projet d'augmentation du capital, de devenir associé ou d'accroître sa participation. Il s'agit de la souscription. Par contre, la libération de l'apport, c'est lorsque l'associé verse à la société le montant souscrit. Donc la souscription, elle est psychique. Par contre, la libération, elle est effective. L'autre genre d'apport, ce sont les apports en nature. Ces apports portent sur des biens autres que des sommes d'argent. Ils impliquent un transfert de droits. Du fait de leur particularité, ces apports doivent donner lieu à un contrôle. Ce contrôle est fait par le commissaire aux apports qui doit préparer un PV et qui sera annexé au statut de la société. L'apport en nature peut être effectué en pleine propriété ou porter sur un élément de propriété démembrée ou permettre la jouissance d'un bien. Il porte indifféremment sur des biens corporels ou incorporels, c'est-à-dire tout genre de biens peut faire l'objet d'un apport en nature. Mais le véritable problème de l'apport en nature se pose lors de son évaluation.
Or, celle-ci est souhaitable, tant dans l'intérêt des associés, puisque chacun reçoit en principe des droits sociaux à hauteur de la valeur de son apport, que dans celui des créanciers. Une surévaluation conduirait à donner à la société l'apparence d'une solvabilité qu'elle n'a pas. Dans les sociétés par action et les SARL, les commissaires aux apports, qui sont indépendants des associés, procèdent à l'évaluation des apports sous leur propre responsabilité. Un exemple de l'apport en nature, c'est l'apport d'un fonds de commerce. Donc, un associé peut apporter son fonds de commerce comme apport dans une société. Donc, cet apport doit respecter les mêmes formalités que la cession du fonds de commerce. Il doit être précisé l'état des privilèges du fonds, le montant du chiffre d'affaires et des bénéfices des 3 derniers exercices. L'opération exige aussi une publication au bulletin officiel et dans un journal d'annonce légale. Troisième genre d'apport, ce sont les apports en industrie. Donc ces apports sont caractérisés par un caractère immatériel. Et c'est leur exécution successive en font un apport particulier qui explique les spécificités de son régime juridique. L'apport en industrie consiste pour un associé à mettre à la disposition de la société ses compétences techniques ou professionnelles, son savoir-faire, son travail et ses services. L'associé en industrie est tenu à une exclusivité légale en faveur de la société. En outre, ce genre d'apport pose la question de son évaluation et de la protection des créanciers. L'apport en industrie est indissociable de l'activité personnelle de l'associé. Dès lors, ce type d'apport s'avère dangereux pour les créanciers sociaux, ce qui explique qu'il relève d'un régime juridique original. Jusqu'à une époque récente, les apports en industrie n'étaient autorisés que dans les sociétés à risque illimité. Cette prohibition a disparu pour les SARL. Un troisième élément spécial du contrat de société, c'est la participation aux résultats. La société est constituée logiquement pour réaliser des bénéfices et les partager entre les associés, ce qui la distingue des associations. Par la suite, une société doit aussi contribuer aux pertes. Désormais, le bénéfice et les pertes représentent les deux facettes de la notion de résultat. Les bénéfices et les pertes recouvrent a priori les deux dimensions des résultats de la société tels qu'ils apparaissent à la clôture de chaque exercice. La constatation du résultat se réalise de façon différente selon que celui-ci est positif ou négatif. C'est-à-dire que le résultat de la société pourra être positif comme il pourra être négatif. Dans le cas où la constatation du résultat est positive, donc bien que le résultat positif s'entende de la réalisation d'un bénéfice, ce dernier demeure le critère le plus réaliste du contrat de société, donc s'associer pour partager les profits. S'agissant des sociétés commerciales, l'article 1037 du DOC dispose que la liquidation des bénéfices et des pertes de la société a lieu après le bilan. Et au terme de l'article 1033, la constatation du résultat négatif
Et c'est la raison, c'est la situation dans laquelle la part dans les bénéfices est seule déterminée. La même proportion s'applique aux pertes et réciproquement. En contrepartie de leur participation aux bénéfices, les associés s'engagent aussi à contribuer aux pertes éventuelles de la société. Concernant le partage de ce résultat, ce partage s'effectue en principe de façon égalitaire, sauf aménagement de la règle par les associés. Au terme de l'article 1033 du DOC, la part de chaque associé dans les bénéfices et dans les pertes est en proportion de sa mise. La part de celui qui n'a pas apporté que son industrie est évaluée d'après l'importance de cette industrie pour la société. Le principe d'égalité entre associés emprunte les traits de la proportionnalité, c'est-à-dire que la répartition des bénéfices et la contribution aux pertes, qui en constituent le corollaire, se déterminent en fonction des titres conférés à chaque associé. S'agissant des clauses léonines qui sont prohibées par la loi, l'article 35 du DOC dispose: lorsque le contrat attribue à l'un des associés la totalité des gains, la société est nulle. C'est dire que lorsque l'associé exige qu'on lui confère la totalité des gains, c'est une clause léonine qui n'est pas permise par la loi. Ce texte reprend la traditionnelle prohibition des dispositions par lesquelles certains associés se réservent la totalité des bénéfices. Un quatrième élément, quatrième condition du contrat de société, c'est l'affectio societatis, ou bien la volonté de s'associer. C'est un élément intentionnel. C'est une notion traditionnelle dans la jurisprudence. Donc c'est une notion d'origine jurisprudentielle, même si elle ne figure pas sur la loi, mais qui n'est précisée dans aucun texte. C'est la volonté de collaborer à l'objet social d'une manière égalitaire. Donc, avant la constitution de la société, chaque associé a cette intention, ou bien cette volonté de faire partie de la société. L'affectio societatis est très important dans les sociétés de petite taille. Et surtout lorsque les associés ne sont pas nombreux, mais faibles dans les très grandes sociétés anonymes. Lorsque la société est d'une grande taille, cet élément intentionnel, il ne figure pas très bien ou bien n'est pas déterminant dans la constitution de la société. C'est-à-dire que l'actionnaire qui souscrit des actions d'une société cotée une bourse, on ne peut pas envisager ou bien matérialiser cette affectio societatis chez cet actionnaire. Cette affectio societatis ou bien cet élément intentionnel permet de distinguer le contrat de société des autres contrats, comme celui du contrat de travail par exemple. La notion d'affectio societatis est une notion ambiguë. Si l'affectio societatis existe dans toutes les sociétés, son objet est variable selon la forme choisie. C'est-à-dire que lorsque les associés d'une petite société décident de s'associer, ils se connaissent. Cette volonté de s'associer, elle est apparente. Par contre, dans les grandes sociétés, cette notion n'est pas apparente et la rédaction des statuts prend plus ou moins en compte les motivations particulières des sociétés. Du fait que
la constitution d'une société par un ensemble associé. Chacun a son mobile, chacun a sa raison pour être membre de cette société ou bien pour faire partie de cette société. La notion d'affectio societatis est souvent soulevée lorsqu'il y a une crise ou un litige. C'est-à-dire qu'on ne cherche cette notion d'affectio societatis ou bien de volonté de s'associer que lorsqu'il y a un problème qui se pose entre les associés et surtout devant la justice. Une autre condition qui est très importante, qui est aussi prévue par la loi, c'est la condition du formalisme. Le législateur exige la forme écrite du contrat de société. Du fait, l'article 11 de la loi 1795 dispose « Les statuts de la société doivent être établis par écrit. On ne peut pas concevoir la création d'une société, l'établissement des statuts sous une autre forme autre que celle écrite. » L'article 1 de la loi 596 renvoie à l'article déjà mentionné. Une société ne peut être constituée immatriculée si le contrat de société et les statuts ne sont pas écrits. L'intérêt de ce formalisme, c'est la traçabilité et aussi la protection des différents partenaires de la société. L'immatriculation de la société exige logiquement le dépôt de 2 copies du contrat de la société au greffe du tribunal. Arrivant à la dernière condition spéciale du contrat de société, qui est la publicité. Cette publicité aussi s'inscrit dans la raison de la protection des différents partenaires de la société et notamment les créanciers. L'immatriculation au registre de commerce marque la date d'acquisition de la personnalité morale de la société. C'est cette date qui est très importante dans la vie de la société. Enregistrement de l'acte de société selon le Code général des impôts. Il y a aussi une mesure très importante qui est l'insertion dans la vie d'un avis dans un journal d'annonce légale et dans le bulletin officiel. Cet avis doit contenir les différentes informations relatives à la société. Et encore, toutes les modifications qui seront apportées au statut doivent obéir aux formalités de publicité susmentionnées. Et c'est toujours dans le cadre de la protection de la société et de ses différents partenaires. Merci de votre attention.